Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Il fait froid aujourd'hui, jeudi 8 décembre, avec vous pour commenter l'actualité et pour tenter de se mettre d'accord. Alex Darmon, bonjour, journaliste politique. On peut vous retrouver sur votre chaîne Les Indécis qui se trouve sur YouTube. Samy Sfaxi, bonjour, journaliste politique. Valérie. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, bonjour à vous. Bonjour Valérie. Et Jacques Miard, bonjour Jacques Miard, maire LR. Salut les fraternités. Maire LR de Maisons-Laffitte, vous êtes en forme? Et qu'il le reste. Oui, vous le restez absolument, et vous êtes à distance parce que c'est très compliqué. On le redit, on va boucler. Bah tiens, on va commencer avec vous sur la circulation Paris-banlieue, parce qu'on a commencé cette semaine avec Lamia El Haraj. Je pense que je vais le rappeler tous les jours, qui a mis 1h15 en métro pour venir du 20e au 16e. 1h15. Et elle a dit du mal d'Anne Hidalgo, Lamia El Haraj? Non, elle a dit du mal de Valérie Pécresse. Ah voilà, d'accord, ouais, d'accord. Ouais, je me dis, c'est un peu bizarre. Non, mais moi j'ai calculé, mais c'est un vrai. Elle a laissé passer 8 rames de métro tellement il y avait de monde. Et le pass Navigo a augmenté de 12%. Oui. Alors Jacques Miard, c'était votre coup de gueule, je crois. Écoutez, c'est un coup de gueule, effectivement. Les banlieusards que nous sommes, on en ras-le-bol, je dirais, des stupidités de Madame Hidalgo qui a organisé le chaos de la circulation à Paris. Alors vous allez me dire, prenez le RER, non, prenez il marche le pas. métro, vous venez d'en donner l'exemple. Seulement étant, quand vous allez à Paris, livrer un certain nombre de choses lourdes que vous devez en prendre, que vous devez ensuite revenir vers 22, 23 heures, vous n'avez plus à ce moment-là de RER pour revenir jusqu'à Maisons-Laffitte. On a aujourd'hui un véritable chaos de circulation organisé par la ville de Paris. Alors les banlieusards en ont marre. J'ai déjà pris un arrêté qui a interdit de séjour Madame Hidalgo dans la ville de Maisons-Laffitte. Oui, absolument. Mais il n'en demeure pas moins que aujourd'hui les banlieusards sont pris en otage par une politique démentielle, avec un chaos de circulation, avec des trottinettes, des vélos qui vont dans tous les sens et qui ne respectent aucune signalisation routière. C'est devenu un vrai problème qui dépasse, je dirais, la volonté de chacun de se déplacer et qui est aujourd'hui un problème politique majeur. Ouais. Ça va être une catastrophe pour les Jeux Olympiques. Oui. Alors, excusez-moi, Samy Sfaxi. Non, juste, chère mère, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais vous savez que les transports, la politique des transports, ça dépend de la région et pas de la mairie de Paris. Voilà. Oui, C'est un peu de nuance un peu à ce que vous étiez en train de dire. Le problème de la circulation dans Paris, c'est la ville de Paris. Oui, mais on parlait des transports, c'est pour ça. D'ailleurs, elle s'est même aperçue que peut-être les trottinettes, ça pose un problème. Ouais. Donc, ne me racontez pas des histoires. Deuxièmement, aujourd'hui... vous parliez du RER et du métro. Le RER et le métro, ça dépend de la région, ça dépend pas de la mairie de Paris. Pour la circulation, vous avez raison. Parce qu'ils font des travaux, donc je suis obligé de prendre ma voiture pour aller à Paris pour faire un certain nombre de livraisons et des choses comme ça. Donc, il ne faut pas me raconter des histoires. Il y a une responsabilité directe de la ville de Paris dans ce chaos qu'elle a créé. Là où je rejoins Jacques Miard, c'est qu'on nous dit arrêtez de prendre votre voiture, prenez les transports. C'est ce que nous dit la mairie de Paris. C'est clair. Non mais moi je vais vous dire, les banlieusards et les Parisiens tout court. Moi je suis Paris intramuros, c'est une catastrophe aussi, objectivement. Merci. Là sur les travaux, je suis d'accord avec Jacques Miard sur le fait que c'est horrible, vraiment. D'abord c'est dégueulasse pour commencer. Cette ville est dégueulasse. Elle est pas, c'était la plus belle ville du monde et elle est dégueulasse aujourd'hui. On a beau monter des gens nous expliquer le contraire. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, oui, sur les transports, on favorise les transports. Moi-même, j'avais une trottinette, Jacques Miard, je suis désolé, mais j'ai arrêté parce que c'est dangereux, très clairement. Et donc, j'ai commencé à reprendre les transports en commun. Et honnêtement, c'est un calvaire tous les matins de prendre les transports en commun en temps de crise écologique, en temps de Covid, où on nous dit qu'il faut mettre le masque, qu'il faut faire attention à pas se coller les uns aux autres. Sincèrement, on est hyper en retard sur ces questions-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est pour en avoir parlé avec certaines sources gouvernementales, c'est un sujet qui va être pris à bras-le-corps par l'État directement. En tout cas, ils vont essayer de le faire. Et ils reçoivent le nouveau président de la RATP, Jean Castex, la semaine dernière, qui a été reçu par plusieurs ministres. S'il a été mis à ce poste-là, je pense que c'est pas non plus innocent, c'est de se dire que c'est un problème qu'il faut vraiment traiter très vite. Oui, Samuel Lafont. Oui, sur le problème des transports, le souci, c'est qu'on a deux phénomènes en parallèle. D'abord l'idéologie. Alors avec Madame Hidalgo, on sait que l'idéologie est reine. Et en même temps, on nous a expliqué que la situation ne pourrait pas s'empirer. La réalité, c'est qu'on voyait que le problème de transport s'aggravait d'année en année. Et maintenant, les Français, les Parisiens et les Français qui habitent en banlieue le paient.
Et ils paient le prix de plus en plus fort en plus. Et on ne voit pas Madame Hidalgo régler le problème, on ne voit pas comment la région pourra régler le problème, et on ne voit pas vraiment ce que va faire l'État non plus. Et la réalité, c'est que souvent, ces décideurs ne veulent pas se rendre compte du nombre de Français qui sont impactés tous les jours et à qui ça pourrit la vie. À qui ça pourrit la vie. Romain Colas, donc, qui est le maire de Boussy-Saint-Antoine dans l'Essonne, hier, il est arrivé avec une demi-heure de retard, il a pris le RER. Il a pris le RER et il y avait panne. On a eu la semaine dernière Kevin Bossuet qui n'a pas pu venir. Il est resté 2 heures bloqué dans un tunnel, dans le métro, obligé de descendre sur les rames. Après, on peut faire cet inventaire. Et Jean-Luc Benamias nous disait qu'à Marseille, c'était pas terrible non plus. Et je répète que le pass Navigo va augmenter de 100 € par an. De 100 €? Non. Par an. Ah oui, par an. Oui, vous avez raison. Par an, il va augmenter de 100 €. Ouais. Et donc, on a eu beaucoup d'utilisateurs, enfin, en tout cas d'usagers qui nous expliquaient 100 € pour ça. Bah non, bien sûr. Et on peut comprendre. Encore une fois, je suis pas l'avocat d'Anne Hidalgo, mais il faut juste reporter aussi certaines responsabilités acquis de droit. Et c'est vrai que la région a sa responsabilité aussi là-dedans. Maintenant, Alex a raison sur la question des travaux, à Paris, bien sûr. Oui. La région fait des investissements et c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en route. Il n'en demeure pas moins que l'envolée des coûts résulte aussi d'une situation et de décision gouvernementale et qu'aujourd'hui, on est tous coincés. L'envolée des coûts, l'envolée des travaux, etc. pose un problème et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut reprendre le plan de circulation de la ville de Paris parce que ça, c'est de la responsabilité de la ville de Paris et ça ne peut pas continuer. Oui, mais juste une chose, parce qu'on est très vindicatif, mais moi je reproche pas à Anne Hidalgo d'avoir une politique, vouloir avoir une politique écologiste. Je dis pas que c'est pas bien, qu'il faut pas faire en sorte. C'est pas de l'écologie, c'est le bordel. Non mais attendez, oui, mais j'entends Jacques Millard, j'entends. Ce que je lui reproche, c'est le fait d'avoir des ambitions et de pas se mettre aux moyens de ces ambitions. C'est-à-dire quand vous voulez demander aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils répètent depuis des années, prenez les transports en commun, favorisez les bus, les RER, les trains, ce que vous voulez, et ben mettez-vous à ce niveau-là. Alors c'est peut-être pas elle de qui ça dépend, mais elle appelle quand même à le faire tous les jours. Donc il faut qu'elle se mette d'accord avec la région. Il faut qu'elle parle avec la région. C'est ce que je vous dis. Moi j'ai calculé ce matin, j'habite aussi en banlieue, quand je suis en voiture, quand je suis arrivée, j'ai calculé, il y avait 13 minutes pour faire 1 kilomètre. Sur les quais. 13 minutes pour 1 kilomètre. Il n'y a pas de vélo, il y a moins de vélos en ce moment parce qu'il pleut et qu'il fait froid. Et puis le RERC dont je dépends, il est soit pas là, soit en retard. Donc c'est voilà. Bon, on va changer de sujet. Juste un point, juste Valérie, si je peux. Oui, pardon, Samuel. Ce que disait Samir Sfaxi à l'instant est très important. Sami Sfaxi est très important, c'est que non seulement le coût augmente, mais en plus le niveau du service diminue. Bien sûr. Et en fait, dans tous les domaines, dans les transports en particulier, mais dans tous les domaines, les Français sont en train de se rendre compte de ça. Et ils font le calcul. Ils disent, mais en fait, pourquoi est-ce que je vais devoir payer plus cher pour quelque chose qui est encore moins bien que ce que j'avais auparavant? Bien sûr, absolument. Alors, vous savez que c'est bientôt Noël et que nous avons un très beau sapin à Sud Radio où on vous offre des centaines de cadeaux, vraiment, jusqu'au 25 décembre. Donc, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Il y a des séjours au Bellambra Club, une séance photo chez vous avec le shootingbox.com. Il y a des parfums, il y a des très beaux livres, Gueule de rugby. 0826 300 300 pour tenter votre chance. Et allez, on va prendre aujourd'hui le 12e appel. Ce sera la case 12 dans notre grande hotte de Noël Sud Radio. À tout de suite. On se retrouve avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, mettez-vous d'accord. 9h-10h, Valérie Expert. On est ensemble pour tenter de se mettre d'accord autour de l'actualité avec vous, avec Alex Darmon, Sami Sfaxi, Samuel Lafont et Jacques Miard. On continue notre tour de table. Alors on va parler du chèque carburant et les retraités et les chômeurs et les classes moyennes. On va parler des liaisons dangereuses entre le RN et LFI, de l'énergie. Moi hier soir, je peux vous dire que j'en avais ras le bol sur les chaînes d'infos et les coupures de courant. Et si ça coupe et votre frigidaire et votre machin. Il faut bien remplir. Oui, mais c'est justement, il y a un moment, enfin voilà, c'est un peu too much. On continue. Alors Samuel, vous, c'était un coup de cœur pour Absolument. un article dans le Figaro. Absolument. Pour une fois, c'est un coup de cœur pour l'article de Pierre Brochant, donc qui est ancien directeur général de la DGSE. Le titre de l'article, c'est « Pourquoi l'immigration est l'enjeu central de notre vie publique ?» Et en fait, ça reprend son discours au Sénat du 15 novembre. Et j'ai rarement vu un article aussi synthétique, aussi complet sur l'immigration.
où on peut se dire que quelqu'un qui est à ce poste-là pendant des années a vu pas mal de choses et est au courant de ce qui se passe. Et il nous explique en gros les différentes contradictions des immigrationnistes, la situation dans laquelle on est. Il décrit plusieurs scénarios pour la suite et en fait il alerte véritablement. Il explique que ceux qui ne voient pas le problème de l'immigration massive en France aujourd'hui sont des gens qui se cachent derrière un petit doigt. Juste, je cite un passage qui est important à mon avis. Quand il parle des immigrationnistes, il explique qu'ils ne cessent de se contredire. Il raconte: on nous raconte simultanément que l'immigration n'existe pas, qu'elle existe et que c'est une bénédiction, qu'elle a toujours existé et que c'est une fatalité, que l'accueillir est un devoir moral, mais qu'elle va payer nos retraites et pourvoir aux emplois dont les Français ne veulent pas, que si elle cause la moindre difficulté, c'est parce qu'elle est mal répartie dans l'espace ou que l'on n'y consacre pas assez de moyens budgétaires, car ce n'est qu'un problème de pauvreté, d'urbanisme ou, au pire, d'immigration irrégulière. J'invite tous les auditeurs de Sud Radio à lire cet article. Il est vraiment assez court, synthétique, et il montre tous les enjeux pour la France sur l'immigration dans les années à venir. Il est paru le 6 décembre. Effectivement, vous pouvez le trouver sur Internet. On continue notre tour de table et ça fait partie des sujets que je voulais aborder ce matin, Alex Armand, c'est LFI-RN. Oui, alors on a vu que les groupes parlementaires ont, malgré eux, failli se rapprocher pour un article de loi déposé par Caroline Fiat, qui est LFI, députée LFI, dans une niche parlementaire RN. C'est-à-dire que Marine Le Pen ouvrait cette niche parlementaire, ouvrait la niche parlementaire RN pour pouvoir permettre à cette députée LFI de faire voter un projet de loi. Alors au début, ils voulaient tous y aller, la France Insoumise, et puis après, ils ont fait un peu machine arrière. Donc ils ont fait un peu de la politique, en quelque sorte, en se disant, en calculant sur l'avenir, est-ce que ça va nous rapporter plus que ce que ça peut nous porter préjudice, voilà. Et donc, en fait, c'est tout simplement, tout doucement, on arrive tout doucement à ce qui était annoncé depuis longtemps, le fait que les deux extrêmes de l'hémicycle puissent se rapprocher. Et ce que j'ai pas aimé dans cette histoire, c'est qu'au début, LFI voulait y aller, et c'est tout à fait leur droit. On est en politique, ils ont le droit de profiter d'une niche parlementaire RN pour aller voter un amendement. Après, c'est eux et leur conscience. Mais c'est qu'après, Clémentine Autain sur Twitter nous explique que finalement, on n'y a pas été, on est irréprochable. S'il y a des rapprochements à trouver entre des partis politiques, il faut regarder à droite et avec Renaissance. Voilà, c'est de la politique, mais toute basse, alors toute que petite. Marine Le Pen ce matin disait l'inverse en disant voilà, on est contre le gouvernement, peu importe le bord politique, on vote contre une loi, contre un projet, on n'y arrivera pas autrement. Mais de côté, on veut pas jouer au foot avec le RN, mais on est prêt à voter une motion, mais finalement non, on veut pas. Ça participe, ça va, ce bordel ambiant où personne ne comprend rien. Ouais, Samy Sfaxi sur ce sujet. Moi, je passe suffisamment de temps, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale pour vous expliquer et vous dire qu'il y a une haine viscérale entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Il y a des alliances de circonstances qui auraient pu avoir lieu, c'est vrai, sur certains textes, sur la réintégration justement des soignants. Maintenant, la France Insoumise ne veut pas expliquer pendant des semaines que Meloni, le parti dit fasciste en Italie, est arrivé au pouvoir à cause justement de cette forme d'alliance de circonstances. En gros, l'ennemi de mon ennemi est mon ami, donc du coup votons ensemble puisque c'est contre finalement un ennemi commun. Vous pouvez pas expliquer ça pendant des semaines et ensuite arriver à l'Assemblée nationale et voter un texte du RN. Donc c'est sûr que parfois ils se prennent les pieds dans le tapis, mais en tout cas, je peux vous dire que moi, en tout cas, en tant qu'observateur de l'Assemblée nationale, il y a très peu, finalement, de points d'accord entre la France Insoumise, entre la NUPES en général et le Rassemblement national. Il y a des lignes rouges qui sont bien définies, la question de l'immigration. Et donc, moi, je pense que, comme le disait Alex, faire de la politique, c'est aussi à un moment donné se dire, bon, eh bien, oui, peut-être qu'on aurait un intérêt à signer ce texte-là, mais ça va tellement à l'encontre de nos valeurs, ce parti est tellement à l'opposé de ce qu'on défend, des questions sociales, sociétales, économiques, que nous, en fait, on va pas servir en fait d'estrade aux partis d'extrême droite. Donc c'est leur logique. Maintenant, parfois, ils se prennent les pieds dans le tapis, c'est vrai. Jacques Méhard, vous qui êtes connaisseur de cette vie politique. Ce sont des épisodes qui ne veulent pas franchement dire quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça ne se réglera pas à l'Assemblée, ce genre de choses, ça se réglera au suffrage universel lorsqu'il y aura à nouveau des élections. Et donc, c'est ça le problème. Je crois que la NUPES, comme le RN, poursuivent effectivement une politique qui est la leur, et ça se réglera dans les urnes. Tous ces épisodes, je dirais,
d'atermoiement à l'Assemblée, ça ne représente pas grand-chose. On en parle pendant quelques instants et puis ça passe. Voilà. Mais les RN comme NUPES ont parfaitement compris quel était le jeu parlementaire. Ils en usent et ils en abusent. Oui. Le problème, c'est que c'est sans conséquence sur les réels problèmes de la France. Et c'est surtout dans les urnes que ça se réglera. Oui, mais il faut du temps, il va falloir du temps. Et c'est vrai que... Alors, sans même parler de l'Italie, la réalité, c'est que les militants, pour beaucoup d'entre eux de LFI, détestent le Rassemblement national, comme ils détestent Reconquête. Vraiment, ils nous voient comme des ennemis, pas comme des adversaires. Ils nous traitent comme des ennemis qu'il faudrait éliminer. Donc, évidemment, leurs représentants à l'Assemblée nationale ont du mal à voter des textes sur lesquels ils sont d'accord quand ils sont déposés par le RN, sur des amendements ou des propositions de loi. Le problème derrière tout ça, c'est qu'en même temps, LFI, ou la NUPES en général, ne veut pas passer pour un mouvement qui ne défendrait pas une partie des Français qui sont censés vouloir défendre, ou parce qu'ils y croient vraiment, ou par calcul électoral. Ça, je pense que ça va durer encore longtemps, parce qu'en fait, il est évident que pendant toute la mandature, il est impossible que LFI se mette d'accord avec le RN. À aucun moment, ils pourront dire à leurs militants qui sont vraiment farouchement opposés à la droite et ce qu'ils appellent l'extrême droite, ils pourront leur dire on va voter ensemble. La réalité, c'est que je pense... Jacques Maire disait à l'instant que ça va se régler dans les urnes, mais le fait est que celui qui se fera le plus entendre sur certains sujets, typiquement on parle aujourd'hui de l'énergie, on parle de l'électricité, on parle du pouvoir d'achat, on parle des transports, celui qui se fera le plus entendre, eh bien il aura l'oreille des Français, et donc il est important aujourd'hui que chacun puisse se poser à l'Assemblée nationale et se faire entendre. Et là LFI est bloqué, d'ailleurs on l'entend depuis la fin des élections, LFI est quand même pas mal gêné, on entend moins la NUPES, on les voit moins, Mélenchon essaie de se relancer de temps en temps, mais ils sont assez absents. Juste une chose, il y a quand même une différence entre la NUPES et LFI. Faut bien distinguer quand même. Dans la NUPES, vous avez les écologistes, vous avez les socialistes qui se sont désolidarisés très vite. Vous avez dit Romain Colas hier. Des prises de position de la France insoumise, notamment sur la motion de censure. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je reproche pas à LFI de vouloir voter des projets de loi, de vouloir notamment réintégrer les soignants, tout comme le RN veut le faire. Ce sont des positions politiques. Ce que je leur reproche, c'est de faire de la politique politicienne en permanence. C'est-à-dire quand ils vous disent qu'ils ne veulent pas aller sur cette niche parlementaire dans un premier temps, qu'ils veulent y aller dans un premier temps et qu'après ils ne veulent plus y aller, pas de problème. Pourquoi ils viennent nous parler des alliances de l'autre côté? Enfin, c'est vraiment faire de la récupération politique. Et ça, la France insoumise en est quand même de plus en plus spécialiste. Oui, Jacques Miard. Oui, je voudrais simplement dire effectivement qu'on voit bien les limites de cette coalition électorale à LFI. Et c'est là où, à mon sens, il faut qu'il fasse attention parce qu'en étant trop sectaire, je le dis comme je le pense, ça va se retourner contre eux. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je pense que les Français ne sont pas dupes. Il ne faut pas croire que tout ce qui se passe à l'Assemblée, vous avez 65 millions de Français qui regardent ça, je dirais, chaque seconde. Ce n'est pas vrai. Moi, je me souviens quand j'étais dans l'opposition au gouvernement Hollande, nous étions très actifs, nous parlions, il ne faut pas croire que c'était entendu par les Français, ce n'est pas vrai. Oui, le seul dénominateur commun qu'on peut trouver, j'ai envie de dire, entre la France insoumise et le Rassemblement national, c'est la volonté de faire aucun compromis avec le gouvernement. Et bien sûr que dans ce cadre-là, en fait, vous allez vous retrouver avec, et c'est arrivé plusieurs fois depuis le début de la 16e législature, eh bien, les rangs de la France insoumise et du Rassemblement national qui se lèvent et qui applaudissent par exemple, une prise de parole à l'encontre du gouvernement ou alors donc c'est ça qui peut créer aussi la confusion. Alors, vous avez raison juste sur ce point. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le rejet de Macron lui-même. Et ça traverse toutes les oppositions. Toutes les oppositions, et c'est là-dessus. Pas les Républicains. Exactement. Il y a une révolte contre l'homme, et bien sûr tout ce qu'il représente. Justement, les Républicains n'ont pas perçu ça. Non. En fait, il y a une détestation d'Emmanuel Macron. Détrompez-vous. Pas tous, Jacques Miard. Vraiment pas. Il y a une détestation d'Emmanuel Macron très largement chez les Français, sur tout le territoire national. Et la réalité, c'est que effectivement, chez Reconquête, le RN ou LFI, on a senti cette détestation de Macron, mais qui peut s'expliquer sur plein de sujets. Mais chez les Républicains, ça n'a pas véritablement percé. On s'en est rendu compte dès la campagne présidentielle et encore plus pendant la campagne législative. Vous parlez de la campagne présidentielle, il a gagné la campagne présidentielle. C'est là où il va y avoir une restructuration des LR, pour laquelle je milite. Je crois que celles et ceux des LR qui vont aller pactiser avec Macron
c'est du suicide. Parce qu'à terme, ça ne payera pas. Pactiser, est-ce que ça veut dire voter, par exemple, l'assurance chômage, voter la réforme des retraites ou encore voter ce qui a été proposé par le gouvernement depuis le début de la législature? Oui, alors ça signifie qu'il y a un certain nombre de solutions techniques qui peuvent être trouvées sans pactiser, que ça soit parce que sur l'affaire des retraites, c'est un problème extrêmement complexe. Et ce que je regrette, c'est qu'aucune des parties ne dit quelle est la vérité en ce qui concerne les questions de natalité. C'est la seule solution. Or là, silence radio. Et personnellement, je ne suis pas un clone et je reproche également au LR de ne pas le mettre en avant. Et vous allez voter pour qui dimanche, Jacques Miard? À votre avis? Je ne sais pas. Mais je l'ai dit et redit, je voterai pour Éric Ciotti parce que même si on peut ne pas toujours être d'accord, il y a trop de centrisme dans un certain nombre de positions des LR et il y a un moment, il faut une position claire pour que les Français sachent où nous allons en cohérence. Mais pas plus de risque d'explosion avec Éric Ciotti. C'est pas grave. Ceux qui veulent partir, ils partent. Très bien. C'est pas la peine de nous embêter. Notre problème, c'est d'avoir un projet national fort, cohérent, qui nous permette d'apparaître aux yeux des Français comme une force crédible. Allez, on a notre gagnant, le grand sapin de Noël Sud Radio. C'est maintenant, c'est le 12e appel qui a été tiré au sort. Et c'est Michel qui nous appelle de Béziers. Bonjour Michel. Bonjour Valérie, bonjour à toute votre équipe. Bon, vous êtes content d'avoir été tiré au sort? Oh ben oui, en plus j'ai loupé 2 fois l'appel et ça, on m'a pas entendu et le 3e coup ça marche, c'est formidable. Ah génial. Eh ben écoutez, alors qu'est-ce qui gagne? Bah, on va le savoir. Vous êtes bien curieux. Vous êtes bien curieux. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à gagner. J'aime bien beaucoup Jacques Miard. C'est vrai? Bon. Oui, oui. Ses propos sont tellement pertinent et cohérent, voilà, à mon avis. Voilà. Ah, on l'aime, notre Jacques Miard. Hein. Alors, plein de cadeaux, au pied de notre sapin, des séjours au Futuroscope, des soins de beauté. Alors, qu'avez-vous gagné? Allez, ouvrons ce cadeau. Eh bien, vous avez gagné, mon cher Michel, vous avez gagné aujourd'hui une enceinte connectée. C'est un très beau cadeau pour vous ce matin. Merci. Voilà. Vous êtes content? Ah bah oui. J'avais peur des produits de beauté, j'avoue. Mais ma femme aurait été ravie. Alors, vous avez gagné une enceinte connectée Amazon Echo Dot. C'est très joli, c'est génial, c'est tout petit. Il y a un son hyper puissant comme ça. Vous dites écoutez Sud Radio et ça allume Sud Radio. Voilà. Je vais bien vous entendre. Et voilà. Beaucoup. Et donc c'est un cadeau qui vous est offert par Sud Radio et la Confédération des buralistes. Voilà. Merci à vous, merci d'être fidèle à Sud Radio. On continue à ouvrir des cadeaux toute la journée jusqu'au 25 décembre. Merci Michel. Merci à vous. Tous. Très bonne fête à vous. Merci. Et bonjour Valérie, à votre femme. J'espère que vous lui offrirez des cadeaux de Noël. Des produits de beauté. Allez, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 10h avec Alex Darmon, journaliste politique. Vous le retrouvez sur sa chaîne YouTube Les Indécis. Samy Sfaxi, journaliste politique. Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. Alors Samy, on ne vous a pas entendu. Votre coup de gueule, il tombe bien parce que ça fait partie aussi des sujets qu'on voulait évoquer ce matin. C'est pas un coup de gueule, c'est un contre-coup de gueule. Un contre-coup de gueule. Alors allez-y. Non, c'est vrai que j'ai été un peu surpris de la façon dont Emmanuel Macron hier s'est adressé au Conseil des ministres en expliquant que les Français n'étaient pas des cobayes et donc sur la question énergétique, fallait un peu remettre l'église au milieu du village. J'ai trouvé ça un peu... j'ai trouvé qu'il manquait un peu de courage, franchement, dans cette prise de parole, parce que qui nous explique depuis l'interview du 14 juillet qu'il va falloir aller vers la sobriété et qu'il ne faut pas exclure des coupures de courant. C'est bien le gouvernement, c'est bien Emmanuel Macron qui a lancé l'application EcoWatt. Je sais pas, EcoWatt. Vous allez sur l'application, donc qui permet de voir si le système énergétique est en tension ou pas. Il y a bien marqué
si le signal est rouge, le système électrique est très tendu, coupure inévitable si nous ne baissons pas notre consommation. Ouais. Donc c'est pas, je veux dire, c'est pas une invention. Non mais c'est pas une invention ou c'est pas un excès de zèle du porte-parole d'Enedis sur un média, enfin chez nos confrères de BFM qui fait que on va créer en fait un vent de panique. Ce vent de panique, il peut exister, il est légitime. Nos systèmes énergétiques qui sont très tendus, la situation, les politiques passées qui ont été en tout cas assez timides sur la question, mais je veux dire, il peut pas arriver comme ça, mettre une forme de coup de pression à tous ces hauts fonctionnaires d'État qui juste font leur boulot chez Enedis, chez RTE. En fait, on leur dit, voilà, le système énergétique sont tendus, pensez à faire un plan de délestage. Eux font justement ce plan et pensent tout cela, et après, lorsqu'il arrive et qu'il veut jouer un peu au good cop, c'est un peu agaçant. Voilà, c'était un peu mon Bravo, Samy. Oui, Jacques Mirard, vous êtes d'accord avec ça? Non, mais c'est tout le problème de cet homme. C'est un oxymore incarné. Alors expliquez pour les gens qui n'ont pas... Au contraire, voilà. Une chatte n'y retrouve pas ses petits, et c'est dramatique, parce que Samy a parfaitement raison. On nous a soriné les oreilles en disant « Attention, il va faire soleil les boulons, attention, il va y avoir des coupures », et puis tout d'un coup arrive Zorro, et qui dit « Mais non, tout va bien se passer, etc. » C'est incroyable, c'est l'incohérence totale. Or, la qualité d'un politique, à mes yeux, c'est d'avoir une ligne, se d'y tenir, et c'est la cohérence. Or, on a affaire à un homme qui est incohérent et qui jaspine. Oui, Samuel. Oui, on voit qu'Emmanuel Macron ne veut pas être responsable de ses actes. La réalité, c'est qu'il est impliqué dans ce qui se passe aujourd'hui. Il nous a, comme ça a été rappelé, il expliqué à tous les Français qu'il allait falloir faire attention, qu'il allait falloir, soit lui directement, soit via son gouvernement, soit ses parlementaires, faire attention à l'énergie qu'on dépense. Et puis voilà, on a des preuves sous les yeux qu'on risque des coupures d'électricité, que les Français vont morfler cet hiver. Et puis Macron veut faire le grand chef et en même temps expliquer que c'est pas sa faute. C'est un peu gros. Et en fait, ce dont il ne se rend pas compte, c'est que les Français le voient. Mais encore une fois, tout à l'heure, je disais que je regardais les chaînes d'infos hier en zappant. Il y a aussi une responsabilité des médias qui en font quand même des tonnes et des tonnes. Ce que nous disait hier, je ne sais plus qui disait, qui était sur le plateau et qui disait, bon, oui, il y aura des coupures, il y en aura peut-être 3, 4 qui vont durer 2 heures. On est en train de nous annoncer l'apocalypse quand même. Il est vrai que les médias en parlent beaucoup, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une situation inédite. Non, il y a déjà eu des coupures en 78. En 78. Ça remonte un petit peu. On a l'impression en fait, on se rend bien compte qu'en fait, la situation empire dans plein de domaines, et dans celui-ci aussi, alors qu'il y a un an, concrètement, il y a un an, personne ne se disait l'hiver prochain, on aurait des problèmes d'électricité, on pourrait peut-être pas se chauffer. Parce qu'il y avait une campagne électorale. Et en fait, ça fait un problème en plus, à nouveau. C'est normal que les médias en parlent systématiquement. On se demande qu'est-ce qu'il y aura après. Ce sera quoi le gros problème nouveau au printemps qu'on n'aura pas vu venir, puis à l'été, puis à l'automne prochain. Mais moi, je suis un peu d'accord sur le fait qu'Emmanuel Macron, il va un peu là où ça l'arrange. Quand ça l'arrange, il fait un peu ce qu'il veut. Maintenant, moi, j'aime bien retenir le positif des situations. Il faut quand même regarder les chiffres aujourd'hui. Les consommations, les Français ont entendu. Ils ont baissé leur consommation. C'est quand même hyper intéressant. Oui, pour leur facture, plus que pour. Certainement. Peut-être, sans doute, sans aucun problème avec ça. Mais en tout cas, la sobriété énergétique, cette sobriété à laquelle tout le monde nous appelle, les Français ont entendu. Et je vais faire un parallèle avec le début de l'émission. Faut faire attention que ça explose pas la gueule de tout le monde, parce que quand on nous demande de prendre le transport en commun, on le fait, et au final, c'est une catastrophe. Là, on nous demande de baisser notre consommation d'électricité et d'énergie, on le fait. Mais effectivement, et vous avez raison, on ne sait pas ce qui va se passer après. Qu'est-ce qu'on va nous demander derrière? Donc, à mon avis, au lieu de dire il faut calmer les Français, il faut les rassurer et tout, il ferait mieux de préparer ce qui va se passer derrière et essayer d'anticiper, comme il l'avait fait pour une fois assez justement l'été dernier au 14 juillet en disant il faut baisser la consommation d'énergie et d'électricité, il faut qu'il donne une feuille de route pour la suite maintenant. Vous savez ce que je pense vraiment au fond de moi, c'est que cette séquence avec le porte-parole d'Enedis qui nous explique que les personnes sous assistance respiratoire ne seront pas prioritaires sur les questions de délestage, je pense que c'est remonté au plus haut niveau de l'État, parce que cette séquence est partie comme une très
traînée de poudre. Et Emmanuel Macron s'est retrouvé un peu dans l'embarras et il s'est dit, bon, il va falloir rectifier, il va falloir un peu corriger le tir, il va falloir un petit peu... Mais à un moment donné, il faut aussi assumer la politique qu'on mène. Moi, je jette pas la pierre à Emmanuel Macron sur les politiques passées. Je pense qu'il n'est pas forcément responsable du déficit énergétique qu'on a sur le nucléaire. Il a une part de responsabilité, bien sûr, mais c'est les systèmes énergétiques, c'est des systèmes à 30, 40, 50 ans. Donc on peut pas lui imputer non plus ça. Mais il faut assumer et ne pas jeter la pierre sur ce pauvre porte-parole d'Enedis ou sur ces très hauts fonctionnaires qui, franchement, essayent de faire leur boulot tant bien que mal, parfois en plus avec des salaires pas très hauts. Mais ce matin, on nous annonçait qu'on allait être coincés dans les ascenseurs. Hein. Ah oui, mais le sujet est sérieux. Le sujet est sérieux. Bien sûr que la question du délestage de l'électricité dans un pays qui est la 6e puissance mondiale, c'est un sujet sérieux. Je veux dire, on ne peut pas non plus arriver et dire oui, c'est qu'une parenthèse, ça va durer que 1 ou 2 heures. Je veux dire, il y a des endroits dans lesquels, quand on vous coupe l'électricité pendant 1 ou 2 heures, ça peut être catastrophique en fait. Complètement. Donc, voilà. Jacques Miard. Oui, non, mais je crois que à l'origine de tout ça, il y a un gouvernement qui, depuis pas mal de temps, depuis 6 ans, c'est du pathos et il parle d'une manière incessante. Et je crois que en politique, il faut savoir garder une certaine réserve et ne pas intervenir tel un commentateur au quotidien. Ah oui. Et ça c'est un problème que Emmanuel Macron est incapable de comprendre. Et c'est en cela qu'il crée la confusion, qu'il se prend les pieds dans le tapis. Certains disent d'ailleurs qu'il se pense incarner une mission quasiment, je dirais, divine. Il y a un moment, il faut arrêter. Il parle trop. Il parle trop. Allez, on va arrêter de parler un tout petit instant, mais on va continuer, on ne s'arrête jamais. On va parler de ce chèque carburant, on l'a un petit peu évoqué hier. C'est vrai que ça fait beaucoup parler parce que, quid des retraités, quid des classes moyennes. J'entendais une femme qui racontait qu'à quelques euros près, elle n'aurait pas ce chèque. Et puis ce nouveau, ce matin, Bruno Le Maire qui annonce la mise en place d'un numéro vert pour aider les artisans qui auraient des difficultés avec l'électricité. Voilà, formidable, on est sauvés. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à 10h avec Jacques Miard, Samuel Lafont, Samy Sfaxi et Alex Darmon. Donc ce chèque carburant de 100 € annoncé par Elisabeth Borne hier pour les travailleurs les plus précaires. Et bien évidemment, tout le monde dit et moi. Pourquoi les plus précaires? Ce sont encore les classes moyennes qui sont d'une certaine manière défavorisées, les petits retraités qui sont obligés de prendre leur voiture. Alors bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il fallait faire ça, Samuel Lafont? Vous savez Valérie, c'est toujours le même problème avec la politique du chèque. Il y a des effets de seuil, il y a des gens qui sont à la limite et qui ne vont pas toucher le chèque. Et ce qu'on voit à nouveau avec cette politique du gouvernement, c'est que plutôt que de faire en sorte que l'argent arrête de sortir de la poche des Français, avec tout qui augmente, eh bien on fait un chèque pour essayer de compenser, sauf que ça ne compensera jamais les hausses que les Français doivent payer dans différents domaines. Sur les transports en particulier, il faut voir que dans le même temps, le gouvernement prévoit de créer des ZFE. C'est quoi des ZFE? Donc c'est des zones à faible émission. La réalité, qu'est-ce que c'est pour être très concret? C'est des zones dans lesquelles une partie des Français, un conducteur sur 2, ne pourra plus entrer avec sa voiture parce que sa voiture sera considérée comme trop vieille, trop polluante. La réalité, c'est que ce sont des zones Français exclues. Et pour l'instant, c'est en train de se mettre en place dans plusieurs métropoles. Et on a lancé avec Reconquête une pétition sur le sujet. Et on est vraiment au tout début du thème. Quand les Français vont se rendre compte, parce que quand on les interroge, on voit très bien qu'ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne et à quel moment ça va être mis en place. Quand ils vont se rendre compte qu'ils ne pourront plus utiliser leur voiture, que leur voiture sera bonne pour la casse, qu'ils ne pourront pas la revendre, eh bien je pense que le sujet va être explosif. Ça devrait être en janvier-février. Oui, Alex, ou je sais pas, oui, Alex, sur ce chèque. Oui, mais bien sûr. Ça va concerner 10 millions de Français, ce qui est pas négligeable. Mais c'est compliqué, mais vous savez, c'est pas pour prendre la défense du gouvernement, mais gouverner, c'est choisir. Et là, en fait, ils ont, à un moment donné, beaucoup dépensé, peut-être trop. Alors, il faut faire attention, parce qu'effectivement, les retraités ne vont pas toucher cette aide, et ça, c'est franchement dégueulasse, pour les plus démunis. Les chômeurs non plus. Alors, les chômeurs, c'est différent, parce que les chômeurs, ils ont déjà des aides de
France Travail, qui viennent compenser leur recherche de travail. Et ça, on le dit pas assez. Et ils peuvent s'adresser à Pôle emploi pour avoir des aides. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, il les touche quasiment à chaque fois. Donc oui, après, ça a été... ce matin, Marine Le Pen disait sur une autre antenne, c'est une politique du sparadrap. Je sais pas si elle a raison, mais c'est vrai qu'on... Elle a une proposition qui est de baisser la TVA sur 100 produits de première nécessité. Ce serait pareil, ce serait du sparadrap aussi, parce que vous baisserez pendant combien de temps cette TVA? Il y a un moment donné, il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir dire les choses, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on essaie de trouver une solution de sortie pour la rentrée 2023, parce qu'on a beaucoup dépensé. On a beaucoup dépensé. Oui, je pense que Emmanuel Macron, il essaye, en fait, coûte que coûte, de préserver son espèce de logiciel de libre-échange et du capitalisme poussé un peu à son extrême. Je m'explique, c'est-à-dire que si il décide de baisser la TVA, on baisse la TVA, ça sera évidemment baissé. Là, vous parlez sur le carburant. Sur le carburant, par exemple. Il n'y a rien de plus pérenne qu'une mesure provisoire. C'est-à-dire que, bien sûr, que jamais cette TVA elle ne pourra être réaugmentée. Exactement. Et puis, aussi, sur cette question, en plus, c'est un peu compliqué, franchement, de comprendre. On nous donne 100 euros pour l'essence, mais en même temps, le pass Navigo augmente de 100 euros. Alors, est-ce qu'on aide voilà, il y a des combats, finalement, à choisir. Mais pour en revenir à votre sujet qui était moi. Mais il y a aujourd'hui un déclassement des classes moyennes depuis maintenant des décennies. Je veux dire, et qu'est-ce qu'une classe moyenne aujourd'hui? Est-ce que c'est un revenu ou est-ce que c'est un revenu par rapport finalement au prix de la vie, au coût de la vie? Je veux dire que vous gagnez 2000 euros à Paris ou 2000 euros bien sûr. Allez vous loger à Paris intramuros ou à Lyon ou à Bordeaux, dans les grandes villes. 2000 euros par mois. Personne en fait va vous accorder un appartement, personne va vous autoriser à louer un certain appartement. Donc en fait, cette classe moyenne, le gouvernement, l'exécutif, mais depuis toujours, c'est très bien que tant qu'on peut se nourrir, tant qu'on peut se loger, pas forcément à Paris, mais à Paris extramuros, et bien finalement, oui, on va pas descendre avec un gilet jaune et aller tout casser sur les Champs-Élysées ou aller en tout cas exprimer sa colère. Donc en fait, la classe moyenne, c'est celle depuis maintenant toujours qui paie les frais, et c'est vrai elle est prise dans cette espèce de sandwich fiscal entre on n'a pas le droit aux aides, mais en même temps, on n'a pas assez d'argent pour pouvoir vivre de façon confortable. Voilà, donc en fait, elle est prise dans cette espèce d'étau-là. Jacques Méhard, pardon. Et en fait, on va souvent je considérer crois que la situation... tout ce qui vient d'être dit est assez, dirais, cohérent et logique. Tout le monde se met d'accord. La question du chèque, c'est la fameuse idée de l'argent hélicoptère, n'est-ce pas? Ça vous tombe dessus, on vous donne une prime. Encore faut-il aller la chercher, puisqu'il va falloir aller sur le site d'impôt gouvernemental pour pouvoir l'obtenir. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que certains ne vont pas y aller, vont oublier, vont se planter, etc. Et donc, il y a un problème qui est qu'aujourd'hui, effectivement, il va y avoir en effet de seuil. Deuxièmement, les classes moyennes et les retraités, eh bien, effectivement, vont passer à l'as. Et s'il y avait eu dans ce pays, et ça dure depuis un temps certain, une politique des revenus, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Et c'est quelque chose qui ne peut se bâtir que dans le long terme et pas de cette manière avec des coups par ici et un coup par là. C'est toujours une certaine incohérence de l'action gouvernementale, mais je reconnais que ce n'est pas propre à ce gouvernement. Il est tout à fait exact que sous Hollande, les classes moyennes et notamment la politique familiale a pris un grand coup derrière les oreilles. Et ça, il serait quand même urgent de le reprendre. Oui, ce qui n'est pas pour l'instant, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est niet. Ouais, Samuel Lafont. Vous savez, il y a des Français qui n'ont pas vu ou voulu comprendre pourquoi il y a eu la crise des Gilets jaunes. Mais la réalité, c'est que quand on parle des classes moyennes, la situation n'est pas stable depuis des années. Elle se détériore. Christophe Guilluy essaie à sa manière de s'en faire le porte-parole systématiquement, parce que ce sont des gens dont on parle peu de la situation, qui vivent plutôt en général en périphérie des grandes métropoles, qui ont de moins en moins accès aux services publics, et donc leur quotidien est chaque jour de pire en pire. Et la réalité, c'est qu'on a encore, parmi les décideurs politiques, malheureusement,
des gens qui refusent de voir cette situation. Évidemment, quand on a la chance de pouvoir se loger à Paris intramuros, qu'on a un revenu confortable, on n'est pas dans la situation de ces Français de classe moyenne. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans la situation de ces Français de classe moyenne qu'on doit les oublier. Et le problème, c'est que ces Français deviennent des grands oubliés. Non seulement ils s'appauvrissent de plus en plus, mais ceux qui n'étaient pas dans la classe moyenne et qui étaient juste légèrement dessus arrivent maintenant dans la classe moyenne. On a un appauvrissement général en France et on fait comme, on a l'impression quand on entend le gouvernement ou une partie des députés, que la situation est la même qu'il y a 20 ans. Non, elle est de pire en pire pour de nombreux Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à finir le mois. Les salaires n'ont pas augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté, tout augmente. Donc la réalité, c'est qu'on peut payer les choses d'avant. De mal en pire, hein. Pas de pire en pire, parce que quand c'est pire, ça ne peut pas être pire. C'est de mal en pire. De mal en pire, Jacques Miard. Alex, moi, ce qui me dérange dans ce calcul d'indemnité de 100 €, c'est qu'il y a une terrible injustice, parce que le critère kilométrique, il n'est pas pris en compte dans tout ça. C'est sur l'honneur, hein. Vous devez déclarer que vous avez fait. Oui, mais bon, je veux dire, quand vous êtes quelqu'un de la classe moyenne, on parle depuis tout à l'heure, et que vous prenez votre voiture pour aller gagner votre vie, et que vous faites 100 km, et ben vous ne toucherez pas cette indemnité. Et sans jeter la pierre à qui que ce soit, quand vous êtes dans les seuils financiers dont on parle pour toucher cette indemnité kilométrique, entre guillemets, eh bien, vous la toucherez alors que vous pourrez faire que 5 km. Et en fait, je trouve que c'est là où ils sont peut-être en train de se tromper. Il faudrait peut-être travailler un petit peu plus sur leur modèle, quitte à prendre plus de temps et encore dépenser. On a besoin que l'État accompagne. C'est aussi notre modèle social. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est notre modèle social. On a besoin que l'État accompagne certaines familles. Et donc là, j'ai l'impression qu'hier, ils ont fait un effet d'annonce, qu'ils avaient besoin d'annoncer quelque chose avant les congés de Noël, et qu'ils se sont dit on va balancer ça. Maintenant, on peut pas leur reprocher d'essayer de trouver des solutions. Non, mais il faut avoir gagné au maximum 1314 € net par mois l'année dernière pour pouvoir bénéficier de ce chèque. Donc si vous êtes à 1400 €, bah voilà, vous n'en bénéficiez pas alors que vous êtes à quelques centaines d'euros près. Alors il faut bien une limite peut-être, mais il y avait peut-être d'autres solutions effectivement à trouver. Mais oui, Samy, non, vous voulez, non, puis je voulais vous faire écouter Bruno Le Maire qui était ce matin chez nos confrères de BFM. Écoutez ce qu'il disait. On lui parlait de la crise de l'énergie et de ces sociétés. Françoise Degois vous en parlait ce matin dans le Grand Matin Sud Radio, de ces sociétés comme William Sorin et autres, Garbit, qui vont fermer et des artisans qui, à cause de la crise de l'énergie, vont se retrouver dans un sacré pétrin. Écoutez. Bien, je ne laisserai tomber personne face à l'inflation. Donc nous allons mettre en place dans chaque département un accompagnement personnalisé des entrepreneurs qui en auraient le plus besoin. Nous mettons en place un numéro vert, je profite de votre antenne pour le donner. Allez-y, dites-le. 0806 000 245. Je répète, 0806 000 245. On n'a pas la suite. Donc c'est effectivement pour tous c'est pas les salariés, c'est les entrepreneurs qui se retrouveraient, il l'expliquait, avec une facture d'électricité, une société qui ont doublé ou triplé. Donc vous appelez et vous dites allô, non, je ne peux pas payer ma facture. Bruno Le Maire a véritablement raté sa carrière de clown. Vous savez que le numéro vert, c'est une blague depuis des années sur Internet. Et qu'est-ce qu'il nous fait aujourd'hui? Il nous explique doctement qu'il y aura un numéro vert qu'on peut appeler, qu'il n'y aura pas de problème. J'espère qu'il y aura des gens pour répondre. Le maire prépare sa reconversion comme standardiste. Non, mais quand vous voyez qu'il faut 6 mois pour refaire des papiers, quand vous voyez qu'il y a des pénuries de personnel partout, on va mettre en place un numéro vert dans les départements pour répondre au téléphone et accompagner les gens. Est-ce qu'on peut reprocher au gouvernement de vouloir mettre en place des mesures pour essayer de tenter, en tout cas, de répondre à la colère et à la détresse de certains artisans? Je pense qu'on ne peut pas reprocher ça au gouvernement. Maintenant, est-ce que ce numéro vert, ça va être finalement juste un espèce de standard où l'artisan se défoulera sur le pauvre standardiste ou la pauvre standardiste qui répondra? Est-ce que c'est ça l'objectif? Peut-être. Maintenant, ça devient parfois quand même un peu agaçant d'avoir des effets d'annonce comme ça, mais finalement sur le terrain, on voit que ça se passe pas du tout comme ça. Je veux dire, le bouclier tarifaire, quand on parle d'une augmentation maximum de 15%, mais moi, j'ai des dizaines d'exemples, si vous voulez. Je pense que tout le monde autour de cette table a des dizaines d'exemples de personnes qui voient sa facture augmenter de bien plus que 15%. Donc, c'est bien d'annoncer les choses, mais dans la vraie vie, en fait, dans la réalité, au-delà des plateaux télé, les Français, ils ne voient pas ça. Et il y a une forme d'inconcordance des temps entre le temps médiatique, le temps énergétique, le temps politique, qui fait que, au final, on y voit et en fait, on comprend plus grand-chose à tout ça. Stéphane, pour traiter les conséquences, il faut traiter les causes. Et les causes sont multiples. C'est à la fois le démembrement de l'État, c'est aussi des décisions qui ont été prises de manière hâtive
à l'égard de la situation internationale et qu'on se retrouve piégé parce qu'on a collé à une politique qui n'est pas forcément la nôtre. Ouais. Stéphane, un auditeur nous dit, et tous les numéros verts, les plateformes, elles sont où? Pas en France. Alors imaginez le nombre de numéros verts qui existent et on en est à combien? C'est vrai qu'il y a beaucoup de numéros verts qui existent. Est-ce qu'on a, c'était un peu ma question, est-ce qu'on a le personnel suffisamment qualifié pour répondre à ces appels? Voilà, bah écoutez, on va conclure là-dessus. Peut-être, alors, présomption d'innocence, mais Damien Abad vient d'être nommé président du groupe Amitié France-Liban à l'Assemblée. Certes, il n'a pas été jugé, certes, il n'a pas été condamné, mais il est accusé de viol et de tentative de viol. Voilà, c'est en termes d'image, je suis pas sûr que ce soit formidable. Je sais pas. Et puis c'est clair que c'est pas formidable. Non, voilà, il y a des symboles, il y a des meilleure idée du siècle. Il y a des images et puis aussi un autre. Alors on connaît peut-être pas tout le dossier. Laurent Bigorgne, l'ex-patron de l'Institut Montaigne, condamné à 12 mois avec sursis pour avoir drogué une ex-collaboratrice. Bon, on n'a pas de, ça me paraît pas cher payé. C'est ce qu'on disait, mais bon. Et c'est ce que disent beaucoup de Français. Ouais. J'ai l'impression que la justice est très lente. Elle est très lente. Elle manque de moyens. Et en plus, quand elle condamne souvent très peu. À part quelques cas exceptionnels. Pas tout le monde. Hein. Bon. Mais la présomption d'innocence est là. Peut-être que M. Bigorgne fera appel et M. Abad n'a toujours pas été jugé. Mais c'est vrai que... Il ne le sera pas d'ailleurs, je crois, parce qu'il n'y a pas eu de plainte déposée. Sur Damien Abad non. Et en tout cas, Yael Meloul, l'avocate féministe, interpelle Aurore Berger. Un apostat ne mérite pas qu'on s'y attarde. Ah, très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci Jacques Miard. Dans un instant, l'émission Média et on reçoit William Carrel et Victor Robert pour parler du documentaire sur Johnny Hallyday qui est très émouvant. On a eu la chance de le voir avant. On va en parler avec eux dans un instant. À tout de suite.